Bonjour. Aujourd'hui, le 7e Michel Midi spécial coronavirus va être consacré au Big Pharma. On a vu précédemment qu'il y avait beaucoup de controverses, de discussions, de débats, de conflits d'intérêts sur la question quel remède, quel vaccin, quel prix, qui doit décider. Et ça fait un petit temps que je pense que ce qui est fondamental pour expliquer où nous en sommes, ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans cette crise qui s'annonce longue, c'est de comprendre le fonctionnement du pharma business dans notre société, de comprendre les mécanismes, les intérêts, l'impact sur l'ensemble de la vie économique, sur l'ensemble de la vie politique, sur les médias. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va analyser pourquoi les médicaments sont trop chers, à partir du quotidien des gens. On va analyser comment fonctionne ou ne fonctionne pas la recherche des médicaments, l'impact de la bourse et des fonds de placement financiers dans le Big Pharma depuis une trentaine d'années, les questions de la recherche. On va analyser les liens entre les milieux politiques et le Big Pharma. On va analyser un peu les rapports Nord-Sud, on y reviendra, et la manière dont les médias travaillent là-dessus. Au niveau des infos brèves du jour, il faut signaler que les médecins cubains sont venus aider l'Italie. On m'a envoyé une image où une institution italienne enlève le drapeau de l'Union européenne et met le drapeau de Cuba à la place. On a remarqué que des députés français de toute tendance, y compris les partis gouvernementaux, ont demandé que la France recourt à l'aide de Cuba face à cette crise. Alors là, effectivement, il serait temps de changer l'attitude de boycott, de sanctions, de dénigrement de Cuba et de s'unir tous ensemble contre cette maladie. Donc on espère que l'Élysée va être mis sous pression pour ça. Du côté de l'Élysée, des nouvelles pas très bonnes, puisqu'apparemment, dans les lois d'urgence, Macron, qui avait fait des belles promesses, s'arrange pour qu'on puisse continuer à attaquer le droit du travail et prendre des mesures au profit des multinationales. On a des rumeurs insistantes, notamment par l'ex-ambassadeur des USA au Venezuela, des menaces d'une attaque militaire, contre le Nicaragua aussi. On en parlera bientôt de ce qui se passe avec le Venezuela. Voilà pour les nouvelles du jour. Et je vais, pour l'analyse du pharma business, me baser sur un très très bon livre paru il y a quelques années, mais qui reste complètement actuel. C'est vraiment tout ce qui était annoncé, c'est intensifié, c'est confirmé. C'est un livre qui est paru chez Aden sous le titre La guerre des médicaments de Dirk van Dupen. Moi, je l'ai ici en édition néerlandaise où je l'avais lu. Dirk van Dupen, à gauche de l'image, est ce médecin de médecine de maison médicale populaire du PTB à Anvers, qui malheureusement est en train de mener le dernier combat de sa vie contre le cancer du pancréas, et j'adresse à lui, à sa famille, à ses proches une pensée très émue. À côté de lui, vous trouvez Johan Hubeck, qui est un de mes consultants extrêmement dévoués, précieux et très très rigoureux. Les deux ensemble ont édité ce livre chez Investigation, L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité. Et donc, on va constater que, en fait, tout ceci était prévu et annoncé, et qu'on a vraiment un big problème
quand je prends un titre les multinationales pharma menacent-elles notre santé, c'est pas seulement pour provoquer et accrocher l'attention. Je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense que les multinationales et leur système ne sont pas compatibles avec les intérêts de l'humanité sur le plan de la santé et sur d'autres d'ailleurs, mais on le voit ici aujourd'hui. Dire qu'à commencer une étude en partant du fait que, en tant que médecin généraliste à Anvers, il constatait bien que des patients pauvres n'arrivaient pas à se payer les médicaments. Et donc, il a analysé comment fonctionne notre système de subvention des médicaments et de fixation des prix. En Belgique, je pense que c'est en gros la même chose en France, mais en Belgique, en tout cas, j'ai des chiffres précis. L'assurance maladie invalidité, l'INAMI, est financée d'une part par les cotisations sociales qu'on paye sur notre travail, donc c'est nous qui payons ça, d'autre part par une partie de nos impôts, et une troisième part est une série de taxes qu'on paye, par exemple sur l'énergie, etc. Et donc l'assurance maladie coûte cher, et quand on est remboursé d'une grande partie des médicaments en pharmacie, on peut se dire ah, c'est bien, j'ai pas à payer de ma poche, mais en réalité, il faut savoir qu'on le paye aussi, pas de la poche directement, mais sur ses impôts, sur ses retenues, et que donc nous avons vraiment intérêt à ce que le budget de l'assurance maladie et de la sécurité sociale reste dans des limites payables. Et DIRC indique que bien entendu l'assurance maladie sert à payer les médecins, et vu les spécialistes, beaucoup plus que les infirmiers, les infirmières, les kinés, etc., sert à payer les séjours en hôpitaux et sert à payer pour 18% les fournitures pharmaceutiques. Alors, il s'est demandé pourquoi 5 médicaments en Belgique équivalaient à un pourcentage très très important, je cherche les chiffres, de l'assurance maladie invalidité, pardon. Il analyse les anticholestérol, les antidépresseurs, les antihypertension, le système respiratoire et pour l'acidité estomacale. Et en 2004, il indique que les 25 médicaments les plus chers regroupent 36% de notre budget médicaments dans la santé publique et que les prix de ces médicaments sont 40% plus chers. Et donc, il indique que les grosses sociétés pharmaceutiques misent et investissent sur des médicaments chroniques qui doivent être pris pendant des années, voire pendant toute la vie. Et donc, il analyse le Lipitor pour le cholestérol, l'Osec, les médicaments d'AstraZeneca, Cipramil pour les multinationales, l'Amlor pour l'antihypertension, la Pravacine pour le cholestérol, le Cipramil contre la dépression. Et donc, dans ce livre, vous allez trouver toute une série de données intéressantes sur ces médicaments qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui sont toujours les plus chers et qui donc nous coûtent très très cher. Et voilà, il indique que dans le top 25, il y a 3 médicaments pour le cholestérol, 4 antidépresseurs et 4 pour l'estomac. Voilà une première donnée. Mais peut-être que le problème, c'est que ces médicaments coûtent cher à produire. Non, en réalité, explique Dirk, c'est que c'est le marketing pour ces produits, le marketing pour éliminer les concurrents, parce qu'il montre dans son livre que ces médicaments, en fait, ont toute une série de concurrents qui sont les mêmes, que les molécules sont les mêmes, et que c'est vraiment le marketing, le lobbying qui va faire la différence. Il appelle d'ailleurs ça des médicaments MeToo, c'est-à-dire il explique que le pharma business produit toute une série de médicaments qui sont les mêmes. Si vous allez dans votre pharmacie, il y a bien 1000 médicaments qui sont disponibles, mais en réalité, il y en a très très peu qui sont différents et c'est tous des copies pour essayer de faire plus d'argent. Alors il analyse les prix
Il constate que le paracétamol de marque chez Dafalgan en Belgique coûte 4,30 €, que le produit générique coûte 3 €, mais qu'une firme, une ONG qui essaye d'obtenir les médicaments à des prix très bas pour les diffuser dans le tiers-monde, qui s'appelle Orbipharma, elle a son paracétamol à 0,06 €. Le diclofenac, donc un anti-inflammatoire, 14 € la marque, 10 € le générique, 0,30 € pour le produit tiers-monde. Et l'amoxicilline, donc un antibiotique, 9,40 € en produit, générique 6 € et pour le Sud 0,60 €. Voilà, il analyse toute une série de choses qui ne vont pas, notamment avec les anti-inflammatoires qui sont plus dangereux et qui sont remboursés et pour lesquels on fait même de la pub, ce qui devrait être totalement interdit, faire de la pub pour des médicaments. Allez, c'est pas des biscuits, c'est pas des bonbons. Et qu'on ferait mieux de prendre le paracétamol pour certains problèmes comme l'arthrose et pas des anti-inflammatoires. Le paracétamol n'est pas remboursé, donc il dit vraiment tout ça est très très illogique. Et pour l'hypertension, il y a des médicaments qui sont meilleurs que ceux qui sont promus et qui sont dans le top 25, mais on ne les produit pas en Belgique parce qu'ils sont trop bon marché et qu'il n'y a pas assez de profit là-dessus. Donc on est vraiment dans un système, le monde à l'envers. Voilà beaucoup de réclames. Il indique aussi pour les anti-inflammatoires, le Nurofen 6,40 €, l'ibuprofène 3 € et c'est exactement le même, c'est le même médicament. Voilà. Et alors ils ont fait, il y a quelques années, ils sont allés avec des patients aux Pays-Bas pour acheter en masse et en se faisant beaucoup de publicité les mêmes médicaments qui étaient vendus à 200 mètres quand vous allez en Hollande. Ils étaient vendus 2, 3 fois moins cher pour certains médicaments. Et donc ils ont fait toute une excursion là-dessus pour attirer l'attention. Et il dit voilà, les Pays-Bas ont les mêmes résultats au point de vue santé que la Belgique, mais leurs médicaments, ils dépensent la moitié moins cher. Et il avait popularisé le modèle Kiwi, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, le système est tout à fait différent. L'État lance un appel d'offres, les firmes peuvent concourir, celle qui a un médicament correct au prix le plus bas emporte tout le marché, et donc les prix sont beaucoup moins chers, c'est pour ça qu'il avait appelé ça le modèle Kiwi. Voilà donc une première donnée importante. Il a montré aussi que les firmes disent oui, mais on doit vous facturer les médicaments très chers parce qu'on fait des recherches et ça coûte. Et en fait, il montre qu'il y a un grand danger au point de vue de la recherche, et là on est en lien directement avec le coronavirus. On n'est nulle part dans la prévention, dans le traitement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de recherche sur tout ça? Pourtant, on a déjà eu des grippes de différentes sortes qui ont attiré l'attention beaucoup. Je citais il y a 2 jours Bill Gates qui avait attiré l'attention. On va avoir une pandémie très très grave, donc il faut le préparer, mais ça n'a pas été fait, donc on va voir pourquoi. Et Dirk, analysant ce problème, dit qu'en fait, le pharma business maintenant influence beaucoup trop la recherche et qu'on n'a plus des instituts publics pour financer les recherches de médicaments, d'épidémies de manière indépendante et massive, et que donc le monde universitaire, dit-il, n'a plus grand-chose à dire sur les priorités qui sont celles dans la recherche. Il indique aussi que le journal Le Lancet, qui est considéré par les médecins et les scientifiques comme le journal scientifique indépendant le plus prestigieux dans le monde, dans ce journal de Lancet, le professeur John Abraham a dit, je cite, « L'industrie pharmaceutique possède des stratégies de lobby bien rodées pour contrôler les institutions publiques et ça se passe de manière très subtile. Parfois, l'industrie pénètre dans cette institution avec le système des portes coulissantes et des portes va-et-vient, c'est-à-dire que les experts
commencent leur carrière dans l'industrie. Ensuite, ils vont travailler quelques années dans les institutions publiques et ils sont de nouveau dans l'industrie. Et là, ils ont une position plus élevée et touchent beaucoup d'argent. Donc, c'est clairement un va-et-vient entre business et institutions publiques qui est de la corruption. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, Dirk mettait beaucoup l'insistance là-dessus et aussi sur le phénomène des lobbies, en disant déjà à l'époque, et ça n'a fait qu'augmenter, qu'il y a 2600 groupes d'intérêt qui, dans le centre de Bruxelles, donc à côté du Parlement européen et surtout à côté de la Commission, ont des bureaux permanents. Je suis de temps en temps dans ces quartiers-là et vous avez effectivement des plaques de toutes sortes d'institutions privées. La Commission européenne elle-même a constaté il y a une trentaine d'années qu'il y avait 10 000 lobbyistes professionnels actifs à Bruxelles et à Strasbourg et que plus de 200 entreprises internationales y avaient un bureau et 130 bureaux d'avocats avec des spécialisés dans cette industrie de la pression. Alors vous allez dire peut-être que c'est une exagération de la part de dire qu'il est un médecin communiste, donc peut-être qu'il voit les choses un peu en diabolisant les multinationales. Eh bien, détrompez-vous parce que la même jugement très critique est venu de ce monsieur-ci, David Kessler, qui était à la tête de la Food and Drug Administration aux États-Unis, donc l'administration qui contrôle l'alimentation et les médicaments. Et David Kessler a déclaré: les firmes pharmaceutiques mènent des campagnes de publicité agressives pour modifier le comportement des médecins qui prescrivent et pour faire remarquer, distinguer leurs produits par rapport à ceux de leurs concurrents, alors qu'en fait, ils ne sont pas différents. Et une victoire dans cette guerre de classe, le mot qu'il emploie, guerre de classe thérapeutique, peut rapporter des millions de dollars à la firme pharmaceutique, et je crois que millions est encore insuffisant. Pour les médecins qui prescrivent et pour les malades, c'est une publicité trompeuse, une confusion d'intérêts, une augmentation des frais de l'assurance maladie et finalement un comportement de prescription irresponsable. Donc vous entendez des mots extrêmement sévères de la part d'un directeur tout à fait officiel. Et donc le problème est pourquoi est-ce que le pharma business en est arrivé à des comportements qu'on va voir. Il y a vraiment des comportements criminels. En fait, le problème s'est beaucoup aggravé, je ne dis pas qu'avant c'était des anges, mais le problème s'est beaucoup aggravé vers 1990-2000 par la concentration dans toute une série de secteurs économiques. On a eu ça dans l'automobile, on a eu ça dans l'électronique, on a eu ça dans beaucoup de secteurs, mais dans le pharma business, ça a été une concentration absolument colossale. On a vu des rachats d'entreprises pour des montants énormes. Dire calcule qu'en 1995, 25 multinationales contrôlaient la moitié de la production mondiale de médicaments, 25 multinationales. Et en 2003, 8 années plus tard, seulement 10 firmes contrôlaient ces 53%. Donc, il y a eu une vague de fusion colossale avec Merck qui a racheté des firmes, avec Bristol Myers, Pfizer, Novartis également. On va voir les fusions, si je retrouve la page là un peu plus loin. Je vais y arriver. Mais ce qui est important, c'est que, oui, GlaxoSmithKline, par exemple GSK, qui est la deuxième ou troisième firme dans le monde, a à l'époque mobilisé 78 milliards, 78 en belge, de milliards de dollars pour le rachat d'une fusion, le rachat d'une société concurrente. Et donc, ce phénomène de la concentration, il est très très important à comprendre. Le résultat de cette concentration, c'est qu'à l'époque du livre, et maintenant ça n'a fait que s'aggraver,
La multinationale Pfizer, oui, c'est la numéro 1 en fait, euh, contrôlait 12% de la production. GSK 8%, Merck 6%, britannico-suédois AstraZeneca et Johnson 5%, Novartis le Suisse 5%, et en France Aventis Sanofi pardon, 4% aussi. Donc cette concentration a des conséquences très graves. Et oui, la liste des rachats, des fusions, Pfizer a racheté Warner Lambert, 94 milliards d'euros pour la valeur de la transaction. Glaxo a racheté SmithKline Beecham, 67 milliards. Sanofi a racheté Aventis, Pfizer a racheté Pharmacia. Donc une concentration énorme. Et pourquoi est-ce que la concentration c'est si mauvais? Eh bien parce que ça donne un pouvoir de monopole et de nuisance de plus en plus puissant à une série de grandes firmes. Et ça a attiré l'attention des capitaux boursiers et financiers, des firmes comme Goldman Sachs, dont on va reparler tout à l'heure, et d'autres, ont fait irruption et ont changé l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que on a séparé les activités, on a licencié, on a exigé en fait que les entreprises produisent pour des profits très élevés et très rapidement. Alors, je cherche dans mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, les firmes pharmaceutiques ont... Petite seconde. Les firmes pharmaceutiques ont réorganisé la production pour diminuer les coûts et les transférer au public. Il y a eu une grande bataille pour la question des brevets. Les brevets sont un gros problème dans la recherche et la santé, c'est-à-dire la monopolisation du savoir et le blocage du progrès. On voit que certaines entreprises brevettent rapidement des molécules qu'on a trouvées, même pas des médicaments, mais simplement des molécules, depuis qu'on est capable d'analyser l'ADN et de découvrir le génome, et empêchent l'État d'avoir le monopole de ces recherches. Donc les brevets sont devenus un enjeu essentiel de la compétition entre les firmes. Et des entreprises déposent des brevets uniquement pour empêcher un autre acteur pharmaceutique de travailler cette molécule et de développer. Donc on bloque en fait la recherche, on bloque le progrès. Et parfois on brevette une molécule rien que pour tromper un concurrent. C'est vraiment un jeu de poker menteur, c'est vraiment dégoûtant. Et ou alors on achète un brevet, on dépose un brevet qu'on n'a pas l'intention d'exploiter soi-même, mais qu'on va pouvoir revendre très très cher, ce qui évidemment va augmenter le coût des médicaments. Donc on a un grand problème. Le budget, le marché mondial des produits de santé n'a fait que croître depuis 60 ans et génère actuellement un chiffre d'affaires d'environ 1400 milliards de dollars. Et la plus grande partie de cette activité est concentrée sur les médicaments. Au niveau de la recherche dont je parlais, Dirk Van Dupen avait déjà relevé que en fait, on a breveté toute une série de molécules dans l'Amazonie. Donc, il y a des multinationales qui privatisent des plantes et la biodiversité en Amazonie, au lieu de permettre que toute la recherche scientifique développe des progrès pour l'ensemble de l'humanité. Non, elles transforment ça en une propriété privée qu'elles ne vont pas forcément utiliser. Et donc, ça pose la question de la propriété privée des brevets. Selon moi, c'est un frein énorme au progrès de la santé. D'ailleurs, il y a des savants qui ne
n'ont jamais voulu accepter, n'ont jamais voulu demander des brevets pour leurs recherches. Par exemple, en 1955, Jonas Salk, qui a découvert le premier vaccin contre la polio. À la télé, on lui demande qui détient le brevet sur cette découverte. Et il a répondu, eh bien, au peuple, je dirais, il n'y a pas de brevet. Pourrait-on breveter le soleil? Pourtant, ce brevet aurait pu lui rapporter des milliards. La polio, c'était une terrible maladie dans ma jeunesse. Et donc, il y a des firmes qui se sont fait beaucoup d'argent avec ça, mais lui, zéro. Zéro. Il était juste content d'avoir aidé l'humanité. La situation dans le pharma business a complètement évolué. Je vais vous donner un exemple récent. En 2015, un certain Martin Shkreli, qui est un homme d'affaires new-yorkais de la finance, a multiplié du jour au lendemain par 55 le prix de vente du Daraprim, un médicament qui était utilisé par l'Organisation mondiale de la santé pour traiter la malaria, c'est un fléau encore en Afrique et dans les pays du Sud, ou le sida. Et Shkreli a racheté ses droits exclusifs sur ce médicament, et du jour au lendemain, le prix a été multiplié par 55. S'il coûtait $1, il est coûté à maintenant $55. Ça, c'est vraiment, c'est du pharma gangstérisme, n'est-ce pas? On a eu d'autres scandales du même genre. En 2015, le Sovaldi, un traitement contre l'hépatite C du laboratoire Gilead, a été vendu 41 000 € pour 3 mois de traitement. Ça a été le premier médicament que les autorités de santé ont donc réservé aux gens qui pouvaient le payer. Et il y a des nouveaux médicaments innovants qui maintenant coûtent un demi-million d'euros. En même temps, les firmes pharmaceutiques suppriment des emplois. En France, Sanofi a perpétré, il n'y a pas d'autre mot, 3 plans sociaux, c'est-à-dire des plans de suppression d'emplois, des plans antisociaux, il faudrait dire, entre 2009 et 2015, et un quatrième plus récemment. J'en parle aussi dans le livre Pourquoi Soral séduit avec mon analyse du capitalisme. Donc, on licencie des emplois et on se fait un fric fou. Et des analystes montrent que le secteur pharmaceutique, c'est le secteur à Wall Street ou aux États-Unis où la rémunération des patrons est la plus élevée. Donc on a un vrai grand problème là-dedans. Et le problème, c'est que des firmes de placement financier, des spéculateurs comme BlackRock, investissent dans le pharma business. BlackRock possède 5% du capital de Sanofi, 8% d'AstraZeneca, 7% de GSK, 7% de Pfizer, 6% de Merck, de Johnson, etc., de Bristol Myers. Donc c'est vraiment devenu un énorme business pour les pires vautours de la finance de Wall Street, ça il faut le savoir. Et évidemment, ce sont ces gens-là qui ont fait obliger à monter les prix de façon ahurissante, comme je l'ai mentionné. Je ne vais pas trop développer sur les brevets et sur la financiarisation, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et je vous renvoie au livre que j'ai montré, La guerre des médicaments chez Aden, vous pourrez le lire. Et là, c'est bien expliqué. On va aussi publier sur Investigation des articles qui contiennent tout ceci. Alors, il y a vraiment eu un tournant, et ce tournant change complètement la mentalité ou aggrave terriblement la mentalité du pharma business. Je vais maintenant vous lire une analyse qui est faite par Goldman Sachs. Goldman Sachs, vous savez, c'est un des pires vautours de la finance internationale et de Wall Street. Et ils ont publié en avril 2018 un article d'un analyste, Salvin Richter, ça s'appelle The Genome Revolution, qui pose un problème intéressant. Il dit pouvoir guérir des malades en une seule injection est un des aspects les plus intéressants des thérapies de type génique, c'est-à-dire la réparation des gènes cellulaires et la modification génétique. Mais, avec de tels traitements, la perspective de revenus récurrents est tout autre, c'est-à-dire qu'il y en a plus si les gens sont guéris, et donc
Le pharma business, dit-il, est en contradiction avec les intérêts de la société. Il dit ça de cette manière-ci. Cette possibilité d'être guéri en une fois, d'un coup, définitivement, est très intéressante pour les patients et pour la société, pour le coût social, mais c'est un véritable défi pour les développeurs de médicaments génétiques qui ont besoin de revenus durables. Et donc, il rappelle, Gilead Sciences dont j'ai parlé, a mis sur le marché un traitement efficace qui guérit le malade dans 90% des cas, mais les bénéfices se sont essoufflés rapidement. 12 milliards en 2015 et seulement 4 milliards en 2018. Et Richter dit voilà, pour les affections avec un nombre stable de nouveaux patients, par exemple les cancers, un traitement efficace présente moins de risques pour la pérennité de l'entreprise. Donc les entreprises vont se mettre à fond sur des médicaments dont les gens auront besoin très longtemps ou toute leur vie, et bon évidemment c'est nécessaire, mais les autres, ça veut dire que ça ne les intéresse pas, qu'on va les laisser tomber. Et une médecin aux Pays-Bas, Emma Bruns, déclare « Aujourd'hui, les soins médicaux sont organisés selon un modèle qui tire son profit des maladies, alors que c'est la santé qui devrait être l'objectif central. Plus il y a de malades, plus les assurances maladies, l'industrie pharmaceutique et même les hôpitaux encaissent de revenus. Et donc, il faudrait travailler à un modèle économique qui vise avant tout à guérir les patients et à les maintenir en bonne santé. » On m'a raconté que en Chine, on payait dans le temps les médecins quand on était en bonne santé et que quand on tombait malade, on ne les payait pas. Ils étaient obligés de venir et de vous guérir. Et maintenant, on a quand même beaucoup le contraire. Je sais bien que la plupart des médecins font leur boulot honnêtement, mais il y a quelque chose par rapport aux grands instituts de recherche, aux spécialistes, etc. Il y a quelque chose de pourri dans le fait de faire de la santé une activité privée et de concurrence. C'est en contradiction avec les intérêts des gens. Je vous ai parlé de Goldman Sachs, j'aurais dû vous rappeler que c'est un grand corrupteur du monde politique, Goldman Sachs. On va en reparler peut-être prochainement, mais on avait Monsieur Barroso, vous vous souvenez, le chef de la Commission européenne, qui a vraiment, pendant tout son mandat à Bruxelles, a fait les choux gras du business en général. Et quand il a pris sa retraite à la Commission, où est-ce qu'il a été engagé? À Goldman Sachs. Donc, on a quelqu'un qui est censé diriger l'Union européenne pour nous protéger contre les vautours de la finance, contre les entreprises qui nuiraient à notre santé, à notre revenu, et il se fait payer par eux. Donc, on est dans un cas de corruption absolument évident. Donc, bon, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Je ne vais pas pouvoir traiter tout maintenant. Quand même sur cette confusion d'intérêts. On a ce monsieur-là, c'est un chercheur danois, qui a dit des choses très profondes. Il a dirigé un centre, Nordic Cochrane Center, à Copenhague, et il a critiqué la coopération de ce centre avec le pharma business en disant la principale raison pour laquelle nous prenons tant de médicaments est que les compagnies pharmaceutiques ne vendent pas de médicaments, elles vendent des mensonges sur les médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, il y a des cas où c'est très nécessaire, mais on en prend trop, on est poussé à ça par la publicité, par des phénomènes de corruption, et ça nuit à notre santé, parce que quand on a pris trop, après les médicaments n'ont plus d'effet. Goethe explique, les patients ne se rendent pas compte que bien que leurs médecins en sachent beaucoup sur les maladies, la physiologie, la psychologie humaine, ils en savent très peu sur les médicaments, et qu'en fait tout ça a été concocté et habillé par l'industrie pharmaceutique, et il dit que beaucoup de médicaments sont une cause de décès. Bien, ce chercheur a été licencié de son poste suite à la protestation des entreprises pharmaceutiques. En Allemagne, on a des grands problèmes aussi, et Goethe était très critique sur l'Allemagne. Le problème est que Merkel, que vous voyez ici, Premier ministre,
est extrêmement proche de Bayer et de l'industrie pharmaco-chimique en Allemagne. Bayer, il faut le rappeler, qui a dû sa prospérité à la collaboration avec Hitler, à l'exploitation des camps de concentration, et qui n'a pas du tout été épuré après la guerre, ou seulement superficiellement. Et Madame Merkel a été à l'anniversaire de Bayer et faire des déclarations comme quoi Bayer était vraiment fondamental pour l'économie allemande, mais on n'a jamais trouvé aucune mesure de critique chez elle par rapport à tout ça. Pire, elle a nommé ministre de la Santé ce monsieur-ci, Jens Spahn, qui était un lobbyiste du pharma business. Donc, je m'excuse, c'est introduire le loup dans la bergerie. Il faut des ministres de la Santé qui sont issus du monde médical, qui sont en connexion avec les patients, qui se préoccupent de la santé, et pas prendre comme ministre de la Santé des gens qui se préoccupent du pharma business et de vendre leurs trucs. On a un grand problème avec cette financiarisation, j'y arriverai, du pharma business. Et le problème, il a été très très bien analysé par Mariana Mazzucato, qui est professeure en économie de l'innovation et de la valeur publique à l'University College de Londres, et elle a publié un livre, The Entrepreneurial State, l'état entrepreneur, et j'en ai un très très bon résumé et analyse dans cette revue que je vous recommande, Lava. C'est une revue belge trimestrielle vraiment très intéressante, pas chère, sur beaucoup de sujets. Et ils ont résumé le travail de Mazzucato, il est très très intéressant. Parce que j'imagine que certains d'entre vous auront déjà pensé, oui, ils critiquent le pharma business, ils critiquent la recherche, mais enfin, si le pharma business ne fait pas de la recherche pour des médicaments, on ne va pas progresser, et donc ça ne va pas. C'est normal que les médicaments coûtent un peu cher parce qu'il faut financer la recherche. En réalité, là, on est fort manipulé. Mazzucato, dans son livre, a enquêté sur le financement des grandes innovations du XXe et début du XXIe siècle, et elle constate, je cite, « Loin d'être l'œuvre d'inventeurs isolés ou d'entrepreneurs capitalistes dynamiques, les nouvelles technologies doivent au contraire leur développement à des institutions publiques et étatiques. » Oui, ce sont des financements publics qui ont permis de concevoir et de réaliser tout ça. Bon, vous allez me dire, ben non, il y a Steve Jobs dans son garage, il y a Bill Gates au début, petits entrepreneurs sympas, c'est eux qui ont tout fait. Eh bien, elle répond, l'histoire de la Silicon Valley n'est pas celle d'un État démissionnaire qui aurait laissé le champ libre à des capitalistes audacieux et des bricoleurs du dimanche. D'Internet aux nanotechnologies, la plupart des grands progrès, tant au niveau de la recherche fondamentale que de la commercialisation à grande échelle, ont été financés par le gouvernement. Les entreprises ne s'en sont mêlées qu'à partir du moment où elles ont vu qu'il y avait du profit à tirer. Toutes les technologies innovantes liées à l'iPhone, que ce soit Internet, le GPS, l'écran tactile ou l'assistant vocal Siri, ont été financées par le gouvernement. À l'origine, Apple a touché 500 000 $ de la Small Business Investment Corporation, un institut de financement public du gouvernement américain, Compaq et Intel, pareil. Et, dit-elle, c'est normal. Les investisseurs en capital risque exigent un retour de plus en plus rapide, alors qu'on ne sait pas si, évidemment, la recherche va donner quelque chose ou va donner des résultats intéressants. Et dans le pharma business, Mazzucato fait la même analyse. 75% des médicaments les plus innovants n'ont pas été financés par des géants de l'industrie pharmaceutique ou des investisseurs à risque, mais bien par l'Institut national de santé publique. Dans les 10 dernières années, ce NIH a investi 500 milliards de dollars dans la recherche fondamentale dans le domaine biotechnologique et pharmaceutique. En d'autres termes, mais les gros investissements dans ces secteurs ont tous été réalisés dans les années 50 et 70, entre les années 50, 60 et 70. En d'autres termes, conclut-elle, le contribuable
qui a permis à des milliardaires tels que Steve Jobs ou Jeff Bezos de devenir uber riches. Les investisseurs privés sont arrivés 20 ans après que l'État a subventionné ces secteurs les plus à risque et qui demandaient beaucoup de capitaux. Et donc aujourd'hui, ce secteur regorge d'entreprises qui ne produisent rien, qui contribuent peu à l'économie et qui ne font que vendre. Voilà. Dans l'article, il y a encore une série d'autres des analyses intéressantes sur l'informatique, sur la photo, sur les ordinateurs, et que voilà, il faut revenir de ces idées que c'est le privé qui est performant et que le public ne vaut rien. Voilà, donc dans la revue Lava, si vous voulez les infos, je vous les mettrai par après dans la réponse, dans les réponses que je vous donnerai. Le problème est que donc la recherche est privatisée. Alors certains vont dire, oui, mais il y a des milliardaires qui sont philanthropes, donc ça c'est quand même sympa. Et là, j'ai parlé il y a 2 jours de Bill Gates, pour une fois j'étais d'accord avec lui, mais vous allez vous dire, est-ce que Bill Gates vraiment est la solution? Est-ce qu'on doit lui faire confiance pour nous aider? D'autant plus que Bill Gates s'occupe beaucoup des médicaments, de la pandémie, il est très très actif là-dessus. Le voici intervenant à l'ONU, le voici avec sa fondation, Bill et Melinda Gates Foundation. En réalité, Bill Gates n'est pas vraiment un financier, un philanthrope désintéressé. Et Johan Ubeck me rappelait hier qu'il a promu pour l'OMS des médicaments contre les maladies du tiers-monde financés par GSK qui n'étaient pas du tout performants, que l'OMS a mis énormément d'argent, que GSK s'avait beaucoup d'argent et que ça n'était pas du tout ça, c'était pas de la philanthropie en fait. Bill Gates reste un investisseur, il place son argent dans toute une série de firmes qui sont totalement contre le climat, qui sont totalement contre les pays du Sud. Il y a là-dessus un très bon livre que je vous recommande, L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates par Lionel Astruc, postface de Vandana Shiva, qui est une personne très intéressante aussi dans les relations Nord-Sud. C'est publié chez Actes Sud, Astruc, L'art de la fausse générosité. Voilà pour vous signaler que la concentration, la financiarisation, c'est vraiment un grand problème. On va parcourir encore un tout petit peu les méfaits du pharma business avant d'aller prendre vos questions. En fait, comme le relevait Badia Benjeloun, médecin en France, que j'ai cité dans mon numéro précédent, les moyens alloués à la recherche fondamentale ne cessent de s'amoindrir. Plus du tiers des chercheurs sont des vacataires en situation précaire. Les financements sont accordés aux sujets qui intéressent les partenaires privés qui, en fait, c'est eux qui donnent les ordres. Il y a eu déjà sous Sarkozy, se rappelle-t-elle, des manifestations de chercheurs qui ont été traités avec mépris et considérés comme un phénomène exotique et corporatiste. Bientôt, met-elle en garde, nous n'aurons plus de recherche indépendante du privé et les précaires constitueront la moitié des travailleurs. Ça, c'est un avertissement à prendre très au sérieux. Il rejoint celui lancé par le professeur Bruno Canard, un spécialiste du coronavirus, qui alerte sur les 6 milliards de hold-up du crédit d'impôt qui ont été livrés par les pouvoirs publics en France à Sanofi et compagnie, tandis que les chercheurs du public galèrent parmi les précaires et que maintenant, tout d'un coup, les politiques leur demandent des médicaments en urgence. Canard travaillait à Aix-Marseille, au CNRS, sur ça, avec une équipe, et nous avons participé, dit-il, à des réseaux collaboratifs européens. Nous avons trouvé des résultats en 2004, mais en Europe et en France, la tendance est à mettre le paquet en cas d'épidémie et ensuite on oublie. Là, il va falloir s'en souvenir, sinon tout va recommencer. La science, dit-il, ne marche pas dans l'urgence et la réponse immédiate. Ça, c'est contre les profits du pharma business et la logique du business. Avec mon équipe, dit-il, nous avons continué à travailler sur les coronavirus,
mais avec des financements maigres et dans des conditions de travail qu'on a vu peu à peu se dégrader. Je me suis demandé si quelqu'un lisait mes rapports. J'abrège le papier qui est très intéressant, qui a été publié sur le site de François Ruffin, donc vous pouvez certainement le retrouver, Bruno Canard. J'abrège, mais je vous cite quand même une ou deux phrases qui vraiment doivent révolter tout le monde. J'ai pensé, dit-il, aux dizaines de milliers d'euros que j'ai avancés de ma poche pour m'inscrire à des congrès internationaux très coûteux. Je me suis souvenu d'avoir mangé une pomme et un sandwich en dehors du congrès pendant que nos collègues de l'industrie pharmaceutique allaient au banquet. J'ai pensé au président Hollande puis à Macron qui ont continué ce hold-up en faveur du pharma business. Je me suis souvent demandé si j'allais changer pour un boulot inintéressant, nuisible pour la société et pour lequel on me payerait cher. Non. J'espère par ma voix avoir fait entendre la colère légitime très présente dans le milieu universitaire et de la recherche publique en général. J'appelle les chercheurs à nous envoyer des témoignages, des coups de gueule de ce genre, des analyses, des chiffres pour montrer comment la recherche fondamentale, c'est-à-dire notre avenir, est mise en danger par des pouvoirs politiques liés au business. Vous pouvez trouver ce papier aussi sur le site universitéouverte.org. Voilà. Dirk Van Dupen avait analysé des scandales en matière de recherche. Par exemple, GSK, GlaxoSmithKline, mène une recherche, une enquête, des tests en Angleterre en 98 sur l'antidépresseur Seroxat. Et puis, il y a une note interne dans l'entreprise qui dit le Seroxat, il ne marche pas plus qu'un placebo, c'est-à-dire un médicament qui ne contient rien du tout et qu'on administre aux gens pour voir qui estime que ça va mieux. Et pire même, on a constaté que le médicament augmentait le taux de suicide ou de pensée suicidaire parmi les dépressifs. Et donc l'étude a été complètement cachée sous silence, on ne l'a absolument pas communiquée. Donc il y a de vrais scandales au niveau de la recherche. Dirk Van Dupen insistait sur le fait que l'industrie pharmaceutique s'infiltre dans les bâtiments même de la recherche universitaire. Il citait l'exemple de l'hôpital Erasme à Bruxelles ou de l'hôpital de l'université de Gand, où ils sont carrément dans les bâtiments. Le centre à Gand a reçu le nom de Pfizer, centre de recherche analytique. Donc, ça ne va pas, quoi. C'est pas le pharma business qui doit déterminer sur quoi on travaille et dans quelle direction. Dirk signalait aussi des cas de corruption, seulement un. Le New York Times a révélé en 2004 que Janssen Pharmaceutica avait corrompu, acheté des fonctionnaires pour placer des médicaments, des listes de pour adapter les listes de médicaments dans les prisons d'État et dans les hôpitaux psychiatriques. Un inspecteur public de l'État de Pennsylvanie, Alan Jones, avait pris Janssen la main dans le sac, pour la distribution de petits voyages cadeaux, de repas dans des restos chics et d'honoraires de $2000 à des fonctionnaires publics. L'inspecteur a perdu son job, il a été retiré de cette, il n'a pas perdu son job, mais on lui a déchargé de faire cette enquête, il a fait un procès et il a accusé ses supérieurs de malversation au détriment de l'industrie publique. J'avais signalé ce problème de la recherche médicale qui coûte cher et qui justifierait un prix élevé. En fait, une analyse de la National Science Foundation a constaté que seulement 18% du budget recherche et développement de l'industrie était vraiment dirigé vers la recherche pour des nouveaux médicaments. 82% allaient pour des dérivés de médicaments déjà existants pour mener mieux la concurrence contre les concurrents et rafler des parts du marché. Une activité donc complètement inutile. Ça veut dire que 82% de leur budget de recherche ne sert à rien du tout. Et on a répandu dans le public des mythes.
En 2002, on nous disait que le chiffre moyen pour créer un nouveau médicament était de 500 millions. En 2004, on nous disait que ça coûtait 800 millions et que c'est une étude qui venait ce chiffre venait d'une étude de Joseph Dimasi, du centre de lobbying des médicaments. Et donc, en fait, l'industrie a tout intérêt à nous faire croire que sa recherche coûte très cher, alors que ce n'est pas le cas. En réalité, avec la part de la recherche publique, il faut dire que, en fait, c'est nous qui payons la recherche fondamentale qui sert à produire les médicaments qu'on nous fait payer beaucoup, beaucoup trop cher et qu'on met dans le tiroir parfois parce qu'ils sont trop bon marché, qu'ils ne rapportent pas assez. Il y a un vrai problème de contradiction entre l'intérêt public et l'intérêt privé sur le plan de la santé, et il est encore illustré, on va maintenant venir dans l'actualité, par la politique de Trump et la politique aux États-Unis. Monsieur Anthony Fauci de l'Institut national de santé a dit que un vaccin ne pourra pas être fabriqué avant au moins 1 an, et si tel est le cas, c'est le record du monde. Personne ne le dit en public, mais en privé, les experts médicaux critiquent l'obsession du profit des industries pharmaceutiques qui est l'obstacle principal à l'élaboration des vaccins. Le monde entier est en train de se demander est-ce qu'il y aura un vaccin et quand, et est-ce qu'on va pouvoir vivre normalement. Et la question, maintenant encore, dans l'entourage de Trump, reste dominée par le profit. Il y a eu des précédents. En 1976, lors de l'épidémie de grippe porcine, 45 millions d'habitants aux États-Unis touchés, les industries pharmaceutiques ne voulaient pas délivrer leurs 100 millions de doses qu'elles avaient déjà fabriquées avant d'obtenir un gros bénéfice garanti. Et donc, on a ici une analyse qui montre que, en fait, oui, parce qu'il y a aussi le problème des risques. C'est-à-dire que si un médicament est mis sur le marché et qui provoque des effets secondaires, ça va provoquer des procès parce que des gens auront perdu la vie ou auront subi des graves handicaps. C'est le principe de précaution et de prudence que je rappelais il y a 2 jours à propos de l'usage des différents médicaments et vaccins. Tout médicament, tout vaccin a des effets secondaires, donc il ne faut pas croire qu'il suffit d'administrer et qu'on sera sauvé. Il faut bien les étudier. Le problème est que donc les firmes pharmaceutiques veulent que s'il y a des risques, ce soit l'État qui paye les procès. On n'est plus dans le libéralisme économique. Là, on est en train de nous dire qu'il ne faut pas d'État, qu'il faut laisser faire le privé tout ce qu'il veut. Et en réalité, les firmes pharmaceutiques sont en train de dire attention, si on lance un vaccin, si on lance des médicaments, et s'il y a des risques, c'est vous, l'État, qui allez devoir payer. Donc les profits sont privatisés. Et voilà. Médecins sans frontières a énormément critiqué le fait que il y a un organisme qui s'appelle le Coalition of Epidemic Preparedness Innovations qui visait, je cite, à produire des vaccins bon marché, et c'est un organisme privé-public ensemble où Médecins sans frontières insistait pour que les pays du Sud aient des vaccins à bon marché. Eh bien, les firmes pharmaceutiques Johnson, Pfizer, etc., ont refusé, ont fait marche arrière et ont dit qu'elles allaient continuer à appliquer des prix beaucoup trop chers sur ces vaccins. Et la CEPI a capitulé et Médecins sans frontières a écrit une lettre ouverte exprimant son inquiétude et sa déception. Alors, vous êtes en train de vous dire, l'OMS par rapport à ça, l'OMS dont on voit ici une assemblée générale très importante, l'OMS est-elle, l'Organisation mondiale de la santé, est-elle indépendante par rapport à tout ça? Eh bien non. En réalité, l'OMS qui était financée par les gouvernements est devenue de plus en plus financée par le Big Pharma et aussi par Bill Gates et des gens comme ça en fonction de leurs intérêts. Et donc on a cette caricature qui explique ça. Le Big Pharma a poussé l'OMS à diffuser dans les Suds des médicaments qui n'étaient chers, pas forcément les meilleurs et parfois nuisibles. Donc on a un vrai problème avec ça et ça pose la question de quel est l'impact du pharma business sur le monde politique et les institutions publiques. Alors j'avais préparé une série de notes
intéressante sur ça, mais je vois que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps. On va le garder pour une prochaine intervention. Les liens entre les firmes pharmaceutiques, le monde politique, le monde de l'armement, les guerres et les médias sont quelque chose de très très grave. On va garder ça pour une prochaine émission, mais je parlais de Trump et il y a tout un débat qui fait rage autour de Trump. Euh, il y a les intérêts économiques, il y a les intérêts politiques. L'auteur d'un livre paru aux États-Unis, Pharma, Greed, Lies and the Poisoning of America, Posner, vous voyez un titre radical, Pharma, la cupidité, les mensonges et l'empoisonnement de l'Amérique. Posner dit, cette crise mondiale va être un blockbuster pour l'industrie en termes de vente et de profit. Plus la pandémie s'aggrave, plus leurs profits éventuels seront élevés. Là, il y a quelque chose qui doit nous inciter vraiment à réfléchir. D'autant plus que c'est pas avec Trump qu'on va pouvoir un petit peu mettre au pas le pharma business. Il y a eu des pressions d'une série de sénateurs. Vous savez que Trump est en train de libérer des budgets colossaux pour aider les multinationales. Et en fait, certains sénateurs au Congrès voulaient que ça n'aille pas tout aux grandes entreprises et que ce soit aussi pour les petites entreprises, pour les institutions médicales, pour les pauvres. Et en fait, on a des choses très très graves autour de ces aides que Trump va leur accorder. Ces amendements ont été refusés. Et on a supprimé les indications qui disaient que le gouvernement pouvait prendre des mesures s'il jugeait que les vaccins qu'on va développer avec l'argent du contribuable sont vendus trop cher. On parle de 3 milliards de dollars consacrés à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Et Trump a obligé tous ceux qui participent à des discussions sur ces programmes pharmaceutiques à ce que les discussions soient secrètes et que le public soit tenu à l'écart. Donc c'est clairement une utilisation pour des cadeaux. Il y a des firmes qui ont dit on va faire des recherches sur le coronavirus. Il y en a d'autres qui disent qui refusent de s'engager là-dessus. Et il faut savoir que Trump a mis en place une task force, un groupe d'urgence sur le coronavirus. Il a désigné pour le diriger Hazar, qui a travaillé pour le lobbying pour la firme Eli Lilly, et qui a fait, voilà, et Joe Grogan, qui dirige maintenant le conseil de politique intérieure, était le principal lobbyiste de Gilead Sciences. Donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge, on est vraiment dans un phénomène de corruption. En plus, il y a des indications qu'il y a des fameux débats autour de Trump pour cacher les statistiques, pour ne pas faire trop de tests, pour que les États-Unis ne se rendent pas compte qu'il y a en fait énormément de victimes ou qu'il va y en avoir, parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour sa réélection. Donc, on a vraiment un très très grand problème de moralité publique. Ça veut dire qu'aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, se pose le problème de la démocratie, se pose le problème du contrôle populaire sur ce que font nos institutions et nos dirigeants politiques. Et ça, c'est relevé par notamment une journaliste qui s'appelle Anne Applebaum, qui dit que voilà, c'est extrêmement dangereux, ce que c'est pas du tout quelqu'un de gauche, loin de là, que c'est extrêmement dangereux. Voilà des indications que ce n'est pas parce qu'il y a une telle urgence qu'on peut démissionner et faire confiance à nos pouvoirs publics. On voit ce qu'elles ont déjà fait précédemment, on voit qu'elles essayent de faire passer toute une série de choses qui ne sont pas dans notre intérêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer les consignes
de confinement, les mesures de sécurité, il faut les appliquer de façon radicale. Et j'ai indiqué que on nous a mis en garde trop tard et qu'elles auraient dû être prises plus tôt et que dans d'autres pays, ça a donné des bons résultats justement parce que les mesures ont été prises radicalement, quel que soit l'avis sur l'économie. Alors on a le problème de, pardon, le problème de l'information qu'on nous donne là-dessus. Je lisais dans le quotidien belge le soir, je lis chaque matin, je lisais quelque chose, le Big Pharma s'engage dans la bataille sans se renier. La recherche scientifique redouble d'efforts pour contrer le Covid-19. L'industrie pharmaceutique tente de sauver le monde sans oublier ses propres intérêts. Alors là, il y a beaucoup de confusion parce que on indique qu'effectivement, il y a un nombre de plus en plus petit de firmes pharmaceutiques qui dominent la production des médicaments, mais qu'est-ce qu'on en dit? Je cite, l'expert consulté recommande d'éviter les visions manichéennes. Les firmes le disent elles-mêmes, c'est l'aiguillon de la concurrence qui les fait bouger. Pour autant, il ne faut pas imaginer qu'elles ne se parlent pas du tout. Elles se parlent tout de même et veillent bien sûr à ne pas ébruiter leurs secrets. Donc là, on est dans ne pas ébruiter leurs secrets, ça veut dire empêcher les concurrents et des informations qui leur permettraient de trouver un vaccin plus vite. C'est scandaleux ça. Le même expert dit, dans ce secteur, il y a eu pas mal de rachats. En termes de coopération, voir des firmes grossir, c'est plutôt positif. Je répète, en termes de coopération, voir des firmes grossir, c'est plutôt positif. Là, je suis scandalisé. Cet article est rédigé par William Bourton, qui dirige la rubrique des opinions et des idées, et qui censure systématiquement les choses qui ne lui plaisent pas, les cartes blanches et les lettres ouvertes qui ne lui plaisent pas dans cette rubrique. Mais dire que la concentration, c'est bon pour la recherche et le progrès, je m'excuse. Ça veut dire que de plus en plus de firmes contrôlent et peuvent décider de bloquer des choses qui ne sont pas dans leur intérêt. Donc, c'est un autre modèle de santé publique et de recherche de la santé dont on a absolument besoin. Donc, je voudrais dire que le problème de l'information sur ce qu'on nous dit est très très important. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de complotisme sur Internet, il faut faire très très attention. On doit vérifier, on doit être sérieux, on doit aussi dire je ne sais pas quand c'est le cas, personne ne peut tout vérifier, mais on est vraiment dans un problème d'information correcte et je pense que Investigation a besoin de votre soutien pour élargir notre équipe, pour sécuriser les salaires des jeunes journalistes et éditeurs dans cette période qui s'annonce difficile. Donc je remettrai ce lien à la fin. Je vous demande de soutenir notre équipe, de lui permettre de continuer son travail. Mais je pense que ce qui est très très important, c'est de voir que la solution ne viendra pas des élites économiques et des élites politiques. Ce sont elles qui nous ont amenés dans cette situation. La solution viendra d'en bas. On a révélé, il y a un jour ou deux, que la ministre française de la Santé aurait averti Macron en janvier que c'était très grave, qu'elle avait étudié l'expérience chinoise, qu'il fallait prendre des mesures radicales, qu'il fallait prendre des mesures beaucoup plus radicales, et que Macron et son entourage auraient décidé non, non, on va maintenir les élections et on ne va pas prendre ces mesures qui feraient du tort à l'économie. Donc voilà une info à vérifier, à creuser, à approfondir. Moi, je pense que Macron obéit au MEDEF et au 1%, et que donc il n'est pas le défenseur de nos intérêts. Et je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de démocratie dans cette crise. Le virus risque de revenir dans une deuxième vague. Dans les prochaines années, il peut muter, on peut voir d'autres virus très graves qui vont arriver.
c'est vraiment la question de la survie de l'humanité, de la survie dans des bonnes conditions. Et donc, on a besoin de prendre en main radicalement non seulement les médicaments, les vaccins, le traitement de cette crise, mais surtout la prévention, comment nous protéger, comment protéger nos enfants. Je crois que les pharma multinationales ont fait faillite sur toutes ces questions des épidémies et sur le corona. On voit que les Chinois et les Cubains, il y a eu des erreurs en Chine dans la première période, on est bien d'accord, mais une fois que le problème a été pris radicalement en main, ils ont été beaucoup plus efficaces que les politiques menées en Europe et aux États-Unis. Donc il faudra en tirer des leçons. On va revenir sur ça prochainement. Je crois qu'il faut s'interroger sur cette idée que notre société ne fonctionne pas bien. Voici un petit calicot accroché à un balcon en Espagne, à Madrid, où la situation est catastrophique. Je traduis, le capitalisme ne fonctionne pas, la vie c'est autre chose. Donc voilà, c'est un vrai problème de société. On est maintenant avec un choix simplement à mener, comme je le disais, ou bien on continue à faire confiance à ceux d'en haut, ou bien on prend notre sort en main, d'abord avec l'information, puis avec des revendications et des actions de lutte. On en parlera dans un prochain Michel Midi. Moi, je vois une chose. On a des gouvernants qui prennent des mesures d'urgence, qui envoient l'armée dans les rues pour surveiller les gens, sous-entendu, les gens ne sont pas responsables, ils font pas ce qu'il faut, etc. Il y a des cas minoritaires en fait, et ça c'est pour détourner l'attention du grand problème. Ceux qui ne font pas ce qu'il faut, ce sont nos dirigeants qui ont pris la mesure du risque et qui ont pris beaucoup trop tard et qui n'ont pas pris les mesures radicalement quand il fallait. Les gens, au contraire, prennent des initiatives formidables. Il y a des gens qui se débrouillent pour coudre des masques et les offrir aux pharmaciens, mais des médicaments des médecins de leur quartier, alors que les gouvernements n'ont pas constitué de stock de masques. On voit des initiatives magnifiques, des restaurants qui sont fermés et qui fournissent de la nourriture gratuitement pour les médecins dans les hôpitaux. Donc voilà, je crois que les gens valent beaucoup mieux que le 1%, valent beaucoup mieux que nos élites. Il va falloir clairement une révolution sur le plan du climat, sur le plan de l'économie, du pharma, sur le plan de notre alimentation. Il va falloir vraiment prendre notre sort en main et commencer par vous informer, commencer aussi par faire ces petits gestes pour vos voisins, pour les personnes isolées. Informez-vous s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose, s'il faut leur passer un petit repas ou leur faire des courses, etc. Je crois qu'on voit beaucoup d'initiatives de solidarité se développer. Je prends congé de vous. Les réponses à vos interventions d'aujourd'hui, je vais les faire maintenant, mais on va mettre fin à l'émission. Donc ne décrochez pas de Facebook, je vais répondre. Je vous rappelle que les émissions sont mises dans 2-3 heures après un petit nettoyage et amélioration sur YouTube, où vous pouvez les partager et les faire circuler. Vous êtes déjà très très nombreux, on m'a dit je crois près de 800 000 maintenant à avoir partagé les Michel Midi Coronavirus sur Facebook et sur YouTube. On est en train d'en traduire en arabe et en espagnol. On va essayer de les traduire en anglais. Je fais appel à des traducteurs qui pourraient nous aider, traduire peut-être pas les plus longs, mais certains morceaux qu'on puisse diffuser au public anglophone qui est la langue principale dans le monde. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour continuer la bataille de l'info et de la solidarité.